Alors, Lady, bonjour. Bonjour. Tu vois, comme promis, je suis là. Absolument. Donc, je suis content de te voir. Et content de découvrir également ce que tu présentes, parce que tu m'en as parlé lors de l'exposition on a fait ensemble. Ouais. Et voilà, donc la parole c'est pour toi. Alors, je te laisse te présenter à tout le monde et puis déjà dire les raisons pour lesquelles tu fais ce genre d'exposition. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bienvenue dans cette exposition. Avec plaisir. Je suis Lady Bello, d'origine togolaise, conteuse, avec d'autres attributs, bien sûr. Et donc, je vous accueille ici pour vous présenter un type de tissu qui fait partie de la cosmogonie, on dirait, des tissus africains, des textiles traditionnels africains. Celui-ci vient du Ghana et du Togo. Alors, c'est lequel là exactement? C'est parmi les premiers là? Tous. Un type de tissu qui appartient au royaume du Ghana et du Togo à l'époque. Aujourd'hui, ces pays sont divisés, mais ce sont les ethnies Ashanti, Akan et Ewe du Togo qui fabriquent ce tissu. Voilà. Et c'est une fabrication typique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment de l'artisanat pur. C'est de l'artisanat pur. D'accord. Donc, les tissus qui sont en haut et Oui. le grand quintet qui est ici. Alors, donc tu me dis le tissu en haut, donc je vais essayer de le montrer. Voilà. Oui, c'est celui-là, hein, le tissu à Celui-là. consonance mauve. Voilà, ce mauve. Ouais. Et C'est très grand. ah oui, oula, c'est Tissu. immense ça. Et celui qui est Et là-haut? celui qui est là-haut, Ouais. ils sont tissés manuellement par des tisserands sur des métiers à tisser. Donc, ce sont des tissus traditionnels. Traditionnel. Alors, je suppose que ce genre de tissu, ça met beaucoup de temps à non seulement déjà à faire au niveau conception, mais également la variation, les différents thèmes, les différents motifs. Ça ne doit pas être quelque chose de facile. Donc, il faut des gens spécialisés. Oui, absolument. Et tout au départ, ce sont des tissus qui sont fabriqués, faits pour les rois. C'était réservé aux rois. Oh, ouais. Aux rois. On raconte dans la tradition que ce sont deux chasseurs qui, dans la forêt, une fois, se sont arrêtés pour observer l'araignée en train de tisser sa toile. Ils étaient subjugués, ils étaient séduits et ils l'ont observé toute une journée. Et une fois rentrés chez eux, ils ont imaginé à deux comment tisser eux aussi des toiles qui ressemblent à celles de l'araignée. Et c'est ainsi qu'ils ont créé le premier métier à tisser avec du bois. Et encore aujourd'hui, cette tradition existe et les tisserands utilisent toujours le même motif, le même modèle pour faire les tissus. Et comme vous disiez tout à l'heure, ces tissus, ils sont à chaque fois uniques. Les motifs sont uniques parce qu'ils appartiennent à des tisserands différents. Et chaque motif raconte une histoire. Une histoire, oui. Ce sont des écritures. Alors, exemple, celui-là, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, sa provenance, son histoire? Alors, il est typique du Togo. Togo, C'est un d'accord. tissu typique du Togo, comme les trois que je vous ai montrés. Ils viennent du Togo parce que ça vient de chez moi. Et ceux qui sont les motifs qui viennent du Ghana, je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc, et ça raconte des histoires des rois. Généralement, là, je ne peux pas vous dire précisément ce que celui-ci dit, mais Oui. généralement, ce sont des adages, des mots que les rois ont voulu dire, ou alors des éloges pour les rois. Et il y en a un qui dit « Celui-là, il ne se déchirera pas ». Donc, c'est la force du tisserand lui-même. Mais il y en a d'autres qui s'appellent l'œil du roi, c'est-à-dire que le roi, il voit tout. On ne peut pas se cacher pour faire des choses en douce, En douce. Il voit tout. D'autres sont des traductions de proverbes. La vie n'est pas un chemin tranquille. Et tous les tissus, tous les motifs portent un nom. Et donc, ces tissus,
dans leur utilisation, ont des fonctions sacrées. Comme ça était réservé au roi, tout le monde n'avait pas la possibilité de l'utiliser. C'était la famille royale, les nobles qui les portaient. Et puis, progressivement, ça s'est démocratisé, mais ça reste quand même un artisanat cher. C'est un artisanat d'art. Et donc, tout le monde ne peut pas se permettre de l'acheter. Une petite parenthèse, est-ce que vous savez à peu près depuis quand ces tissus sont à la portée de tout le monde maintenant? Alors, pour leur existence, on nous dit, certains archéologues parlent du XIIe siècle, mais le plus raconté, ce que l'on retrouve à travers les ouvrages, c'est le XVIIe siècle. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, ces tissus ont existé et continuent de perdurer. Et il fut un temps, ils ont failli disparaître parce que des tissus industriels sont arrivés, mais nous avons des artisans assez résistants qui continuent à les fabriquer, et les États ont pris l'habitude de les encourager, et aujourd'hui, bon, c'est démocratisé. Pour les fabriquer, le tisserand, il est sur un métier à tisser en bois. Déjà, c'est un travail collectif, familial. Le coton, parce que c'est fait à base de coton, tout au départ, c'était avec du raffia. Du raffia, oui. Et là, c'est du coton ou de la rayonne, un tissu, un fil industriel qui s'est introduit aussi. Donc le tisserand, sur le métier à tisser, tire déjà le fil à l'horizontale, et une fois qu'il est assis à la verticale, il va faire passer le fil avec des navettes. Sur les machines, voilà. Avec des navettes et avec un peigne, il resserre au fur et à mesure. Mais c'est un métier très exigeant. Ah oui, oui, qui je demande suppose. beaucoup d'attention. Beaucoup de concentration, oui. Pour faire les motifs, il faut vraiment qu'ils soient alignés, que tout soit aligné. Et à l'identique surtout. Il faut qu'il soit à l'identique sur chaque longueur. Tout à fait. Tout à fait. Et s'il se trompe, ben, il est obligé de tout défaire pour recommencer. Et il est tissé par bandes. Quand vous regardez, là, vous voyez, c'est des bandes. Oui. Elles sont légèrement superposées. Elles sont reliées. Reliées, reliées, d'accord, ok. Elles sont tissées par bandes. Ouais. Attendez, je vais faire un petit rapprochement. En longueur, on peut faire autant de longueur que l'on veut. Mais le tisserand, il est limité par son métier à cette largeur. Ok. Et une fois que c'est tissé par bande, après, on va les coudre, les relier bord à bord pour en faire une dimension de tissu à porter. Et ce que vous voyez ici, cette dimension, c'est le port d'un homme. C'est tout ce tissu que l'homme va porter. Il y a à peu près 3,50 m? À peu près 4 mètres. 4 mètres, voilà. D'accord. Donc dedans, il peut faire tout ce qu'il veut, costume... Non, il le porte en une fois. En une fois? C'est un port. Oula! Et il y a une façon de porter. Ah oui, donc il enveloppe oui, autour de sa taille. Il va se draper. Il va se draper dedans. Quand, bon, on ne peut pas enlever ça pour vous montrer. Voilà, il se drape dans le tissu. Donc il s'écarte, il écarte comme ça. Il y a une façon de faire et il va tout ramasser pour le mettre sur la... Et c'est vraiment le signe de l'élégance, de la richesse. C'est l'opulence. C'est vraiment le symbole de tout. De la royauté, d'abord. De la royauté. Et donc, évidemment, quand il va le porter, il va s'asseoir, le roi, il va s'asseoir sur des sièges royaux. Et donc, ça, c'est un homme. Tout le monde ne peut pas le porter. Et généralement, ceux qui veulent s'en acheter, ils vont travailler pratiquement toute leur vie pour pouvoir s'en acheter un. Parce que parfois, ça peut accompagner les humains dans leur dernière demeure. Ah oui. Voilà. Et les fonctions, c'est des tissus que l'on porte pour les grandes cérémonies. Même le roi, il ne le porte pas tous les jours. C'est pour les grandes sorties. Donc jusqu'à nos jours, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce genre de tissu. C'est que pour les cérémonies. Pour les grandes occasions.
pour accueillir le grand public, le beau public, pour les fêtes, pour les mariages. Et aussi, c'est des tissus que l'on offre, qu'on met dans la dot, que l'on va offrir à la mariée. Donc, c'est pour les grandes occasions. Et aussi pour signifier son appartenance à la communauté. Voilà. Voilà. Alors, ce genre de tissu, au niveau prix, est-ce que c'est exorbitant? Exorbitant, c'est cher. C'est très cher? C'est cher parce que ça prend du temps. Parfois, on va mettre plusieurs mois pour créer ce seul tissu. Donc, nécessairement, c'est cher. Il y a le tissu, il y a les fils qui sont fabriqués par les femmes, parce que ce sont les femmes qui enfilent le coton, et puis le tisserand qui va y passer du temps. Donc, ça revient extrêmement cher. Même encore aujourd'hui, ça revient cher. De toute façon, tout ce qui est artisanat au tissé, ça Voilà. revient cher parce Voilà. que j'ai vu, quand j'étais faire la Turquie, où j'ai vu des tapis, la façon qu'ils font les tapis, tout ça, Voilà, le travail que ça demande avec. C'est impressionnant. c'est impressionnant. C'est impressionnant. On voit les femmes qui sont assises à travailler comme ça, 24 heures sur 24, comme ça, on y va, on y va. Il faut voir, les mouvements sont précis. Précis, oui. les détails. Et répétitif. Ouais, répétitif, c'est impressionnant. Voilà. Alors, comme on parlait de l'économie, Ouais. de ce que ça coûte, aujourd'hui, les tisserands sont amenés à en faire beaucoup. Parce que comme ça revenait cher, nous, les humains, les compatriotes, on préfère acheter des tissus imprimés, des tissus industriels. Oui, comme le wax par exemple. Comme le wax, par exemple. Ouais. Et justement, le wax, j'ai l'habitude de dire que le wax, c'est l'arbre qui cache la forêt de nos tissus millénaires. De nos C'est pas la même chose, centenaires. ça se voit. C'est la pas du tout. qualité et puis vous avez vu l'épaisseur. C'est impressionnant. Hein. C'est pas la même chose. Mais comme ils ont tendance à disparaître, nos États mobilisent les artisans à en fabriquer et puis on fait beaucoup d'informations pour qu'on puisse en porter. Et dans certains pays, au Ghana par exemple, c'est le tissu qui va entrer dans les écoles, c'est le tissu qui va rentrer dans les administrations. Donc on encourage les gens à les porter pour permettre aux artisans d'en vivre. Le Burkina Faso aussi a ce genre de tissu. Et ce genre de tissu fait partie d'un ensemble de tissus que l'on trouve dans les pays africains, que l'on appelle des tissus tissés. Aujourd'hui, on ne se gêne plus, on les appelle des tissés. Donc, il y a des festivals des festivals un peu partout de tissus tissés, au Ghana, au Togo, un peu partout. Non, mais c'est vrai que quand je les vois des fois, certaines cérémonies africaines, quand ils sont vêtus, les hommes comme les femmes, ils sont en rivalité. Hein. C'est impressionnant, hein, la façon d'être vêtus. Hein. C'est magnifique. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous donne de l'assurance. C'est ce qui montre notre existence dans la société, notre appartenance à la communauté. C'est une émulation. C'est une sorte d'émulation qui fait que, bon, voilà, on est toujours en train de faire plus, de faire mieux, de tendre vers l'excellence. Donc, comme je disais tout à l'heure, les autres tissus que j'ai montrés viennent du Togo, parce que ça vient de chez moi, ça fait partie de ma collection privée. Et n'ayant pas de tissu ghanéen en tant que tel, ben je me suis permis de prendre des motifs ghanéens qui sont ici des copies conformes de ce que les Ghanéens, les tisserands ghanéens fabriquent. Et si vous regardez bien, c'est la même trame, ça fonctionne de la même façon, mais aussi, comme on l'a dit, chaque motif est différent de l'autre parce qu'il appartient à un tisserand. Donc, comme vous dites, chaque motif a son histoire aussi. Chaque motif a son histoire, a son nom. Et celui-ci aussi. C'est très beau celui-là, j'aime beaucoup. Ce sont des motifs ghanéens que l'on retrouve ici. Je n'ai pas les originaux, les tissus authentiques, mais malheureusement aujourd'hui, et heureusement pour nous, aujourd'hui, les industries européennes et asiatiques copient ces tissus et les font à l'identique. Et ce qui permet quand même... Mais ce n'est pas la même matière, hein, ce n'est pas la même solidité. Hein. La texture n'est pas... Ah non, ça n'a rien à voir. C'est une copie conforme. Ouais, c'est une copie. Les couleurs sont respectées, les motifs sont respectés, mais ça reste des copies. Des copies. Voilà. La petite chemise, j'ai envie d'en parler. Ouais.
Bon, le petite chemise, c'est une grande chemise, c'est une chemise royale. Oui, oui, c'est une chemise royale. C'est une chemise royale. Voilà, alors, elle est belle. Hein. Elle est belle. Moi, je vois bien dessus, avec ça, moi. Ici, cette chemise nous permet de montrer à quel point les designers, les couturiers ont pris l'habitude de découper ces tissus pour en faire des tenues. Parce que, ordinairement, traditionnellement, c'est pas coupé. Ça se drape. Aussi bien les hommes les drapent, comme j'ai dit tout à l'heure, les femmes les portent en deux. Et à un moment donné, les artisans, les designers, les couturiers ont commencé à les découper pour faire des combinaisons avec d'autres tissus. Et donc ici, là, c'est un vrai tissu tissé combiné avec un autre qui est de couleur à peu près identique, mais c'est un tissu aussi qui est très, très prisé. C'est un coton aussi. C'est du coton aussi, là. C'est du basin. Ah, du basin. C'est ce qu'on appelle, c'est le tissu basin. Donc, il ne se froisse pas facilement. Il se froisse moins parce que c'est un tissu qui a une autre histoire. Une autre histoire, ok. Il a une autre histoire qu'on pourra raconter une autre fois, mais c'est un tissu battu parce que les Africains l'ont intégré à leur tradition et donc ils se sont réappropriés ce tissu. Et donc celui-là, c'est exactement fait de la même façon, mais quand on regarde, on se rend bien compte que ça appartient à un autre tisserand, c'est un autre style. Et c'est des styles géométriques la plupart du temps. Oui, c'est vrai que ça se voit bien. Hein. On voit bien que si c'est respecté. Hein. Ici, là, c'est carrément... Oui. Les formes sont bien respectées. Hein. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, vous allez bien? Oui. Voilà, alors, c'était quoi la question? Pour retrouver justement ces tissus merveilleux. Donc, là, je vois, c'est supremoix.com, c'est ça? Oui, j'ai laissé cette étiquette pour signifier que ce sont des tissus industriels. D'accord. C'est des reproductions, copies conformes, industrielles. Et donc, évidemment, pour les trouver, c'est très, très facile. On les a à pléthore sur Internet et à Paris, un peu partout. Ouais. Par contre, ceux-là, il faut aller dans nos pays. On peut passer par vous pour en commander si on est intéressé? C'est tout à fait possible, mais bon, j'en fais pas le commerce. Moi, je les collectionne pour les montrer. Mais je peux indiquer les lieux, oui, effectivement. Entendu. Oui. Au Togo, il y a 3 endroits où ils les fabriquent, et donc je connais effectivement à Anécho, à Palimé, et puis dans un autre village. Et puis il y a d'autres tissus tissés qui ne sont pas du même type, surtout le long du Togo et dans d'autres pays, au Ghana, comme en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Une information importante aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce tissu a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça, je pense que c'est important de le signaler. Ah oui, exactement, parce qu'il y a eu toute une démarche. Pour qu'un élément soit inscrit au patrimoine de l'humanité, il faut qu'il y ait une demande d'un pays ou d'une personne qui arrive à mobiliser suffisamment de lobby pour convaincre l'UNESCO de classer ou d'inscrire l'élément. Et donc le tissu kenté du Ghana et du Togo est inscrit au patrimoine de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une reconnaissance de l'authenticité de ce tissu, de son importance, de sa valeur, de ce que ça représente au niveau du patrimoine, au niveau des fonctions. Toutes les fonctions s'y retrouvent. Fonctions sacrées, donc la fonction spirituelle, les fonctions sociales, les fonctions économiques, les fonctions culturelles, et maintenant c'est au niveau mondial, parce que le tissu, il est reconnu non seulement par la diaspora africaine un peu partout dans le monde, et on l'utilise comme une sorte de revendication, mais aussi au niveau des États-Unis, au niveau de la diaspora noire, afro-caribéenne, afro-américaine.
tout le monde reconnaît ce tissu, et on l'utilise à certains endroits, je le montre, pour montrer l'identité, la recherche identitaire, pour montrer son appartenance ou sa reconnaissance de ce pays. Et donc c'est un tissu qui est tout à fait symbolique et qui a une valeur à l'image d'un monument. Exactement. Tout Ça me fait justement plaisir d'entendre le mot symbole, oui. Sacré, Oui. spirituel, vous l'avez dit aussi Absolument. tout à l'heure. Et là, j'ai lu justement ici, or, gloire, royauté, Oui, oui. richesse, Voilà. spirituelle. Chaque couleur a une signification. Chaque couleur a une signification. Chaque couleur a une signification. L'or, le rouge, tout ce que vous venez de dire, y compris les motifs. Les motifs ont leur signification aussi. Le losange a une signification, le rectangle a une signification, tous ont leur signification. Donc c'est la combinaison de ces éléments qui font que ces tissus sont des écritures. Voilà. C'est de l'écriture Et elle a une tissée. identité très forte. Très forte. Parce que si l'UNESCO la reconnaît, ça veut dire que ce tissu-là, même si quelqu'un peut le reproduire, mais il ne peut pas en dévier. Non, pas Il du est tout. obligé de respecter. Respecter. Exactement. C'est une très bonne chose. Et il y a comme une interdiction parce que c'est aussi les valeurs. Les valeurs que l'on reconnaît. Aucun tisserand ne se permettra de recopier le motif de l'autre. Donc, il y a comme un état de respect absolu, non seulement des motifs, mais aussi des couleurs et aussi de la combinaison de ces éléments. Je trouve ça merveilleux qu'il puisse avoir un symbole reconnu internationalement où toute la diaspora peut s'unir, se retrouver. On parle d'unité, justement. C'est ça. Et que, justement, la culture africaine puisse apporter autant de couleurs vives, c'est extraordinaire. Voilà. Il s'agit d'un patrimoine vivant qui nous réunit et notre rôle aujourd'hui, c'est de le faire savoir et d'associer tout un chacun parce que nous avons tous un élément africain en nous. Exactement. Et cette passion que vous l'avez depuis longtemps? Je l'ai toujours eue. Je l'ai toujours eue parce que bon, j'ai vécu dans le milieu traditionnel. J'ai vu mes parents, mes grands-parents les porter. Malheureusement, on a été tous happés par l'école et la culture classique, la culture européenne. Donc, je ne l'ai pas vraiment pratiqué. Mais très vite, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que je ne possédais pas tout ce qui fait mon identité, tout ce qui fait que je suis unique par rapport aux autres. Et donc, j'ai réappris. J'ai pris conscience de ça dans les années 80-82 et je me suis remise à travailler sur ma culture. Je suis allée à l'université ici pour apprendre à écrire ma langue. Wow. Et pour apprendre à décrypter les éléments qui sont dans les tissus. À l'époque, c'était sur le wax, qui en fait a beaucoup pris sur les tissus traditionnels africains. Et ça, on ne le sait pas. Aujourd'hui, il y a une polémique qui dit que le wax n'est pas africain. C'est vrai, textuellement, mais de façon très informelle, l'Afrique est dans le tissu wax. Et le wax a beaucoup aspiré de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il parle aux Africains. Et donc, à travers ça, ce langage du tissu wax, j'ai découvert ou redécouvert les éléments traditionnels. Et donc, je m'attache aujourd'hui à le faire savoir. Donc, c'est une volonté que tu as prise en main, quoi, puisque tu as permis non seulement de découvrir ces tissus, mais de permettre à toute une population de les découvrir lors d'expo. C'est une belle chose. Voilà, je pense que c'est une responsabilité de chacun de nous, vu que nos cultures se perdent, nos éléments se perdent, notre identité se perd. Une fois que l'on a ouvert les yeux, il est important de se réapproprier sa culture. C'est ce qui fait notre force et c'est ce qui nous permet d'apporter quelque chose à l'humanité entière. Exactement. Donc il faut être soi-même, avoir confiance en soi, être épanoui pour pouvoir être positif dans le monde d'aujourd'hui. Exactement. C'est tout à fait ça. Et éviter l'oubli, parce que éviter l'oubli.
souvent on parle de nous, le peuple noir, comme d'un peuple oral. Ouais. Or, on a une grande histoire. Il y a une Donc grande il histoire. faut absolument écrire, Voilà. il faut également avoir des vidéos, il faut avoir des livres pour permettre que d'autres personnes puissent connaître cette culture qui est si Voilà. riche. Et il y a une chose que je dois dire à la fin, en tout cas pour vous, et pour, c'est que je représente cette association Héritage Bello. Nous sommes accueillis ici, ça je dois le dire très vite, l'association Revenir Autrement, qui est une association de Fontenay-sous-Bois, et qui m'accueille, et que je remercie, parce que leur appellation correspond à ce que j'ai voulu faire. C'est aligné avec vos valeurs? Exactement. J'ai vécu 34 ans en Nouvelle-Calédonie. Je me suis éloignée de mes sources. J'ai travaillé là-bas avec un peuple que j'ai découvert, une culture océanienne que j'ai découverte avec des valeurs fortes. Et le fait de revenir ici, je reviens pour témoigner de ce que j'ai vu là-bas. Et je trouve cette association Revenir Autrement, pour moi, c'est magnifique. Et avec ma famille, nous venons de créer cette association qui s'appelle Héritage Bello. Héritage Bello, c'est aussi pour faire vivre un patrimoine vivant, pour faire vivre la mémoire de notre sœur, notre grande sœur, maman, cousine, qui était une merveilleuse chanteuse togolaise et africaine. Elle a été connue, elle est décédée très tôt, mais sa mémoire est encore vivante. Et donc on se fait aussi, on se donne cette responsabilité de faire revivre sa mémoire, de la faire connaître. Et cette exposition lui est dédiée, fait partie de ce que nous allons faire. Réveiller nos consciences, apporter notre témoignage à travers les éléments du patrimoine de nos pays. Alors, Ledji, peux-tu nous rappeler les dates exactes jusqu'à quand cette exposition et au lieu précis? Oui. Alors, l'exposition dure jusqu'au 30 novembre. Et ça se passe à la Maison des Citoyens, la Maison du Citoyen et de la vie associative de Fontenay-sous-Bois. Et cette exposition sera clôturée 2 jours avant, mais elle restera ouverte jusqu'au 30 novembre. Le 28, donc l'association Revenir Autrement consacre une soirée festive autour de l'exposition. Donc tous ceux qui le désirent pourront venir partager un moment avec nous où nous allons raconter des histoires. Donc je me ferai conteuse ce jour-là. Ah ben, je veux une histoire aujourd'hui, moi. Hein. Ah, à quelle heure? C'est important. À partir de 19h. À partir de 19h, c'est le vendredi 28 novembre. À la Maison du Citoyen, ici, à Fontenay-sous-Bois. À Fontenay-sous-Bois. Voilà. Bon, je te remercie, Ledji. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux me raconter une petite histoire quand même? Alors chez moi, quand on raconte, on invite. Donc moi, je vous invite à venir écouter mon histoire. Donc je vous dis, Miss Edrounlo, et vous vous répétez, Edrouneva, vous me répondez, Edrouneva. 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 Voilà. Donc je dis, Miss Edrounlo, et vous vous répondez, Edrouneva. Edrouneva. Miss Edrounlo, Edrouneva. Edrouneva. Et je ne raconte pas tant que je n'ai pas parlé dans ma langue. Donc mon histoire va marcher un peu dans ma langue et puis un peu en français. Miss Edrounlo, Edrouneva. Edrounzon ka veji. Togbedeji. Veji. Nous biotosi. Ole ka togbeya. Égalé si ekponu plenya voix. Nyon de ka mulesio, evi de ka mulesio. Amérique pe mulesio de ka penona. Ahomese. Il était une fois un vieillard cossu, riche, noble, mais seul. À côté de lui vit un mendiant, au pied de sa maison. Mais ce vieillard, il a traversé ces années sans femme, sans enfant, parce qu'il n'aime pas partager.
au seuil de la mort, il commence à se douter qu'il a manqué quelque chose à sa vie. Et les remords s'installent. Il rumine et il parle seul, tous les jours seul. Et le mendiant, lui, il est toujours assis au pied de sa maison. Et là, il écoute. Parfois, il va ramasser les restes qu'il jette dans la poubelle pour se nourrir. Mais le vieillard ne se préoccupe jamais de lui. Seulement, les remords augmentant, le mendiant entend le vieillard mettre en place un projet. Son projet de se suicider, parce qu'il n'en peut plus de tout regretter, de se rendre compte qu'il n'a servi à rien dans sa vie. Il a de l'argent, il a toutes ses affaires pour lui tout seul. Et donc il fait son projet, le projet de se donner la mort, d'en finir avec ces jours difficiles. Le mendiant entend tout. Si vous voulez connaître la suite, vous venez le 28. Merci Lady, merci beaucoup. Merci, c'est très très bien. Je te remercie énormément. Voilà. Et puis ça nous a permis de faire un parcours initiatique important, de revenir sur les terres d'Afrique, même si nous sommes à Paris. On est à Paris. Encore mais merci. En Afrique. Merci beaucoup. Alors, un tissu kente se trouve aux Nations Unies, accroché au mur depuis 1995, et presque tous les 2-3 ans ou tous les 5 ans, ils sont remplacés parce que le Ghana l'offre. Et il est reconnu aux Nations Unies comme étant un patrimoine, avant même l'inscription par l'UNESCO. Et de la même façon, voilà, aux États-Unis, comme j'en parlais tout à l'heure, les sénateurs américains se mettent des bandes de tissu kente pour signifier leur appartenance ou leur solidarité envers l'Afrique. Et de la même façon, dans des universités américaines, les diplômes sont délivrés avec ces bandes de tissu drapées ou posées sur les épaules. Voilà, c'est cette reconnaissance-là qui sillonne le monde aujourd'hui, sans compter les podiums des grands couturiers qu'on ne peut même pas nommer, qui sont vraiment devenus une tradition pour nous tous. Donc ce tissu montre la liberté que prennent les tisserands Evé du Togo, ou Evé en général, par rapport aux tisserands Ashanti, Akan
du Ghana. Au Ghana, la rigueur est de mise. C'est des styles géométriques avec toutes les variations possibles, alors que les tisserands togolais peuvent faire parfois même des motifs animaliers, des motifs qui chantent, qui diffèrent carrément de ce qui est la tradition basique. Et donc ce tissu en est une illustration où on ne reconnaît pas du tout le style ghanéen. Oui, alors une des différences aussi que l'on retrouve entre le côté Ghana et le côté Togo, c'est la vivacité des couleurs. Au Ghana, les couleurs sont vives. Les Ghanéens, les tisserands ghanéens utilisent des couleurs très vives, du jaune pétant, du rouge, alors que les mêmes couleurs vont se retrouver au Togo, mais tamisées, posées, pastel. Et ces utilisations, on les retrouve aussi à travers les tissus modernes, le tissu wax. Les Togolais aiment porter des tissus couleur pastel, alors que les Ghanéens, comme d'autres peuples, aiment les couleurs bien vives, tapantes. Oui, ça se voit même quand on regarde les matchs de football africains. Oui. La Coupe d'Afrique des Nations, les couleurs sont belles, elles sont vives. Hein. C'est une preuve. Hein. En effet. Mais écoute, encore merci. Hein. Merci à vous. Et ça, c'est Héritage Bélo. Vous pouvez participer. Ça me parle vraiment de se réapproprier sa culture pour l'incarner pleinement. Héritage Bélo. Je suis actuellement à la Maison du Citoyen à Fontenay-sous-Bois, où j'ai eu la chance, l'honneur et le plaisir de rencontrer une femme exceptionnelle, Madame Ledji Bello, qui est la médiatrice culturelle de l'association Revenir Autrement et de l'association Héritage Bello, où elle nous expose le quintet, un attribut royal qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à travers cette exposition, ça m'a touchée personnellement parce que il y a cette histoire d'unité où toute la diaspora mondiale peut se reconnaître à travers des couleurs magnifiques, à travers ce symbole qui est sacré, puisque chaque tissage, chaque motif a une signification. Et justement, là, on voit que chaque couleur, par exemple, l'or, qui représente la gloire, la royauté, la richesse spirituelle. Comme vous savez, je suis l'artisane d'équilibre. Mon cabinet se situe justement au 31 rue Émile Roux, où je suis thérapeute énergéticienne, guérisseuse intuitive. J'accompagne les êtres dans l'alignement du corps, du cœur, de l'esprit pour se reconnecter à son âme. Et je suis venue à cette exposition avec enthousiasme et joie. Et ce fut une belle découverte. C'est pour ça que je vous invite fortement à découvrir cette exposition. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de joie. Et le vendredi, à partir de 19h, on aura la chance de pouvoir avoir la conteuse, Ledji Bello, nous raconter justement avec sa voix puissante une transmission ancestrale à travers l'histoire de ces tissus royaux. Donc, on se dit à vendredi. Je suis surpris par l'étude de Rapa Nui, là.
était réservé au roi, parce que le temps de les faire, et c'est cher, donc c'est vraiment réservé, sacré. Oui. C'était sacré. Et donc, même le ndop, c'est comme le ndop, même le bogolan, ces tissus-là ont les mêmes significations pour les peuples. Et donc, maintenant, ça a été démocratisé parce que déjà, les présidents, nos premiers présidents africains, les ont portés, les ont vraiment ennoblis, ils ont voulu que ce soit connu et que les peuples aussi s'en approprient. Voilà. Et après, c'est au tissage, le tisserand, il raconte des histoires à partir de ces symboles. La combinaison des symboles raconte une histoire. Et en le faisant, le tisserand, il crée son modèle. Il est seul à le créer. C'est son écriture, c'est son empreinte digitale. Un autre tisserand va créer un autre modèle. Donc à chaque fois, quand on voit les tissus comme ça, on sait que ça appartient à un tisserand. Et les tisserands, ils ont rang de griot. Ils sont en train de chanter quelque chose. Parfois c'est des proverbes, parfois c'est des adages, des choses qu'ils ont envie de dire, où ils racontent, il y a un grand tissu comme ça, c'est pas celui-ci, mais qui s'appelle « Le roi est monté à bord du navire ». Et il y en a qui disent, voilà, le roi voit tout, on ne peut rien lui cacher. Ah ben c'est clair, c'est clair. Et celui-ci, c'est pour dire, la vie connaît des hauts et des bas. Donc, la vie n'est pas un chemin tranquille, comme on dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Vraiment, ça coûte 500 €. On peut dépenser 500 € pour l'acheter, mais à l'époque, c'est très très compliqué pour pouvoir s'en acheter. Et c'est les masques qui sont là. Là, c'est pas à nous. C'est pas à vous. C'est pas à nous, mais ça, comme ce sont différentes associations qui exposent pendant la quinzaine de la solidarité internationale, on est côte à côte. Ok. Je suis donc en compagnie de Cédric et Oumarou, ou Oumarou Cédric, deux musiciens que nous allons entendre interpréter peut-être un petit morceau. En attendant, c'est un intermède musical. Et après, je leur poserai quelques questions. Alors, messieurs, c'est à vous.
Bravo. L'instrument que tu utilises là, il s'appelle comment? Ça s'appelle les balafons. Le balafon. Les balafons. Alors, il est constitué de plusieurs lattes de bois. Oui. Il y en a combien? Il y en a 21. 21. 21. C'est précis. C'est précis, oui. Et C'est pourquoi précis. 21 alors? Parce que c'est comme ça. On en est trouvé comme ça, oui, donc on continue sur la lignée. Et les calebasses que vous voyez en bas, les calebasses aussi sont accordées comme la lame qui se trouve au-dessus. Voilà. Ouais. Et les calebasses, c'est des calebasses en bas. Ce sont des calebasses. Alors, les tailles signifient que chaque taille a un son particulier. Non, ce n'est pas au niveau des tailles, c'est au niveau de la lame qui se trouve au-dessus. Ouais. C'est par rapport à, par exemple, on est dans les graves. On est dans les graves, donc il faut des grosses calebasses pour que les sons puissent mieux tourner à l'intérieur pour nous donner des graves. Et en bas, c'est des calebasses, des petites calebasses qui nous donnent des aigus. Ah ok, donc il y a une partie basse et une partie Aiguë et médium. aiguë. Oui. Ah ouais, génial. Oui. Et cet instrument, il vient de quel pays? Et il vient de l'Afrique, et puis, comment dire, les balafons, souvent on dit que les balafons viennent de l'Afrique, mais en Asie aussi, dans la culture, dans leur culture, ils ont aussi des balafons qui sont souvent accordés en pentatonique comme en Afrique. Ah d'accord. Voilà. Mais c'est là, c'est Afrique. Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Voilà. Eh bien, c'est un super instrument, il est très beau, hein? Et puis, vous en jouez très bien. Merci bien. Ah ouais. Alors, Cédric, c'est pareil. Ça fait combien de temps que tu fais cet instrument? Depuis hier. Depuis hier? Non, Non, ça date un peu. c'est impossible, parce que là, il y a du solfège, hein? Oui, là, il y a du boulot. Non, j'ai comme touché la première fois mon balafon, c'était en 98. Ah oui, Ça date. Donc j'ai une belle date. Ouais, voilà. Ça rajeunit pas. On se rappelle de cette date, hein? C'est ça. Eh, Exactement. eh oui, on se rappelle, hein? J'ai découvert ça au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso. Alors, tu es venu à cet instrument suite à quoi? Ça a été un plaisir ou bien tu as toujours eu cette sensation d'être un musicien? Bon, en fait, avant de commencer le balafon, moi je jouais le djembé. Eh bien justement, tu faisais que tu en joues tout à l'heure. Ok. Et donc j'ai joué le djembé quand j'étais à Bobo Dioulasso, au Burkina, dont est originairement chez un ami en commun. J'ai vu le balafon, ça m'a hypnotisé. J'ai dit, ça je veux jouer. Tu as attiré. Voilà. Et c'est à mon retour à Paris, j'ai rencontré Omaro et on a commencé. Il m'a formé sur le balafon. Eh bien, je vous remercie tous les gars. Alors, si c'est possible, Omaou, tu joues à ça et lui fait celui-là en même temps. C'est possible? C'est possible. Bon, eh bien, ok. Omaro, il joue tout. Il joue aussi? Ah ben, C'est un mais maître. il est complet.
La calebasse qui est dedans, vous la mettez lorsque vous l'avez nettoyée verte, ou bien vous la mettez quand elle est à sécher au soleil? Non, il faut qu'il soit sec. Sec. Il faut qu'il Donc vous soit la nettoyez bien avant? Voilà, il faut qu'il soit sec. Une fois quand il est sec maintenant, on l'ouvre et on nettoie à l'intérieur. Ah d'accord, vous faites après. Après, quand c'est sec. Mais il y a un risque de la casser comme ça. Non. Ah bon? Ça ne se casse pas. C'est assez, comment dire, c'est assez fragile et à la fois solide. Ouais. La calebasse, quand tu regardes, c'est comme un contreplaqué, mais maniable. Ouais. Maniable. Voilà. Parce que chez nous aux Antilles, je connais quelqu'un qui travaille la calebasse, mais lui, c'est quand le fruit est vert, il découpe, il enlève tout ce qui est dedans. Ouais. Il le lave et il le met au soleil. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de calebasses. Il y en a au moins 2 ou 3, je crois. Parce qu'il y a des calebasses qui poussent sur un arbre. Ça, souvent, on trouve ça aux Antilles, là où ils font les checkers avec. Ça pousse sur un arbre. Mais les calebasses des balafons, ça pousse comme des citrouilles par terre. Ah, Ça fait des lianes. J'en ai vu, j'ai vu. Voilà. Et ça fait des très grosses calebasses. Ça peut faire des énormes comme ça, et comme ça peut faire des petites comme ça. Il y a différentes variétés. Ouais. Alors, est-ce que ce genre de calebasse-là, vous pouvez, quand il commence à pousser, est-ce qu'on peut lui donner une forme, par exemple, l'attachant ou non? Ah non. Non, on ne peut pas. Non, il faut laisser la nature faire. C'est la nature qui décide quelle forme il va La avoir. forme, d'accord. Et puis aussi, ce qui est aussi hallucinant avec ces calebasses, souvent tu peux prendre des grandes calebasses comme ça, dès que tu les plantes, mais ça dépend des gens. Il y a des gens, par exemple, tu mets les graines des grandes calebasses à la terre, mais ça va te donner que des petites. Oui, ça dépend de la main. Si on a Ça des dépend, vertes ou pas. comme on dit la main verte. Voilà, oui, ça c'est dépend. vrai. Là, c'est vrai. Ça dépend de ça. Ouais. Alors, une question pour toi. Alors, ça fait combien de temps que tu en joues? Moi, Oui. depuis tout petit. Depuis tout petit, parce que j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. Ah oui. Oui. Et donc, en parlant des calebasses, il y a un autre instrument qui est fait avec la calebasse qu'on appelle les barras et il y a la peau dessus et on joue comme là, mais entre les jambes. Ça, c'était mon premier instrument. Et après, je me suis mis à jouer les djembés, après les instruments ont succédé dans ma tête. Voilà. D'accord. Alors, Cédric, oui, cet instrument qui est magnifique, il y a deux côtés là. C'est quoi exactement? C'est pour faire du... Quand tu joues, ça fait un bruit? Voilà, quand tu joues. Bon, là, je joue pas fort, donc ça résonne moins. Ouais. Quand tu joues vraiment, ça accompagne le son. Ah oui. Là, j'en ai mis 2, mais en général, on en met 3. Et ça donne un son comme si c'était des cymbales. Voilà, quand tu écoutes, il y a comme un timbre sur des des caisses claires ou d'autres instruments, c'est ça qui rajoute. D'accord. Eh bien, monsieur, merci. Avec plaisir. Et puis, on va vous écouter tout à l'heure. Avec plaisir. En tout cas, c'est super. Merci bien. Je suis donc en compagnie de Madame Guzman. Je laisse sa présence. Bonjour, bienvenue à la maison. Je suis Leïla Guzman, je suis animatrice à la citoyenneté et aux relations internationales. Et donc, je vous ai dit bienvenue à la maison parce que ce lieu a abrité, après les années 73, après le coup d'État au Chili, des centaines de familles de Chiliens, d'Argentins, Uruguayens, enfin quasiment toute l'Amérique latine, qui tombaient sur les coups de coups militaires dans chaque pays. Du coup, il y a eu beaucoup de Latino-Américains qui ont été hébergés dans ce foyer. Et depuis 1988, la maison appartient à la ville et c'est la maison du citoyen et de la vie associative. Et tous les ans, on participe à la quinzaine de solidarité internationale. Donc ce sont 15 jours où il y a des événements dans toute la ville avec toutes les associations locales qui travaillent chacune dans des domaines et des lieux différents. Ce soir, on a la soirée de Revenir Autrement, qui est une association qui travaille envers le Togo et plus particulièrement envers les jeunes. Et donc,
Voilà, et pendant la quinzaine, il y a différents événements. Et la clôture se fera dimanche à la salle Jacques Brel, avec beaucoup de spectacles, mais avec un repas participatif où chacun ramène quelque chose pour manger ensemble. Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne soirée alors. Merci. Monsieur. C'est bon? Ça va comme ça? On va filmer. Donc, je suis Roko Kofi Fiangor, l'un des animateurs de l'association Revenir Autrement. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée échange, repas et culture. C'est comme ça qu'on l'a dénommé. De la restitution du projet de Revenir Autrement, du projet ado que nous avons initié cette année au Togo. Et puis, j'ai quelques petites choses à vous dire pour l'organisation générale de la soirée. Déjà, très pratiquement, il ne nous est pas possible aujourd'hui d'organiser un point vente repas, mais si vous souhaitez apporter votre soutien à Revenir Autrement et si vous avez passé un agréable moment, si vous avez bien mangé, nous avons mis un petit chapeau là-bas à l'entrée pour recueillir votre libre participation, évidemment sans obligation. Voilà. Il y a une autre chose aussi que vous pourriez faire, si vos actions vous intéressent, vous touchent, vous avez aussi la possibilité d'adhérer à Revenir Autrement. Une association est toujours plus forte du nombre de ses adhérents, mais auprès des instances et aussi en termes de force vive, parce qu'on est une toute petite équipe. Et enfin, sachez que tous les bénéfices de nos actions en France, c'est-à-dire des événements comme celui-ci, mais aussi les marchés de Noël, etc., donc les ventes d'artisanat, tous nos bénéfices sont toujours totalement reversés dans nos actions au Togo. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, sinon, je reprends le déroulé. Donc, une fois que je vous aurai présenté en quelques mots donc la restitution de ce projet, on verra une vidéo sur justement ce que nous avons fait avec les enfants à Palimé. Alors, Palimé, pour ceux qui ne connaissent pas le Togo, c'est une ville qui se trouve dans la région des plateaux, à 120-125 km de Lomé. Et nous, on travaille avec la population de Yokélé, qui est un petit village où se trouve le centre social où nous travaillons avec les enfants et les ados. Voilà. Donc ensuite, une personne, puisque nous avons aussi des partenaires, et je salue ici notre nouveau partenaire en la présence de Lady qui est là et qui nous présentera non seulement l'exposition qui est sur le côté à gauche sur le Kenté, ce fameux magnifique tissu, elle vous en parlera, et puis aussi de son association. Donc ensuite nous aurons vers 20h, 20h15 un petit mot de Rogo sur le menu, sur le repas. Et puis ensuite on commencera à dîner tous ensemble et Rogo nous offrira un conte. Ensuite c'est Oumarou et Cédric qui prendront les rênes et qui nous offriront leur musique et pour danser aussi. Voilà, il vous expliquera un petit peu leurs instruments, d'où ils viennent et voilà. On travaille souvent ensemble parce qu'on s'est bien trouvés et c'est toujours un plaisir d'être ensemble. Plaisir partagé. Voilà, donc comme vous a dit Robo, je suis Olivia, je suis présidente de Revenir Autrement et je voudrais quand même vous présenter rapidement les membres de l'association. Donc je vois Brigitte qui est là, qui est la secrétaire. Je vois Julia qui est là, qui est la trésorière, qui était l'ancienne présidente.
Donc on se repasse les... Voilà. Rogo, notre ambassadeur préféré, et initiateur de plusieurs projets, et puis aussi les membres amis qui nous aident, qui sont toujours là. Axel, Gilles, je ne sais pas où il est encore parti, Fatima, Nessa, qui sont toujours là sur les marchés, voilà, pour les préparatifs des repas. Donc je vous en dis un grand merci, on peut les applaudir. Donc, au début de l'histoire de Revenir Autrement, on a ouvert notre association, on l'a créée en 2017. Nos objectifs étaient essentiellement de soutenir des projets culturels et artistiques au Togo, ainsi que soutenir aussi, bien sûr, les artistes, les jeunes artistes qui ont beaucoup de difficultés à vivre, je dirais même à survivre au Togo. Le statut d'intermittent de spectacle n'existant pas, évidemment. Puis, au fil du temps, nous avons rencontré et travaillé avec des partenaires qui ont ouvert... Oh, c'est Asia, chouette. Donc, qui ont ouvert le champ d'action. Nous sommes donc en partenariat avec l'association d'Amadi, qui devrait être là. L'année dernière, ils étaient représentés. Donc, l'association d'Amadi est donc... sur Viry-Châtillon, merci, et possède donc ce fameux centre social dans ce petit village de Yokélé. Et donc nous avons ensemble, on s'est trouvé vraiment vraiment des envies communes et une façon de travailler aussi commune. Et donc on a initié plusieurs projets autour de l'éducation et en particulier pour les filles. Je continue. Donc, on a commencé effectivement notre histoire commune avec la création d'un projet, pour les filles de la 6e à la terminale. Ce projet s'appelle APEJA, ce qui veut dire appui et pérennisation de l'éducation de la jeune adolescente. Ce qui nous a permis de créer une colo découverte dont nous avons fait la 4e édition cette année en septembre. Donc les enfants sont encadrés par l'équipe de Revenir Autrement, souvent je suis seule d'ailleurs, l'équipe de Damadi, et bien sûr à ce moment-là j'embauche des artistes animateurs qui ont plusieurs spécialités. Ça peut être la danse, la musique bien sûr, et puis les marionnettes, voilà, tout un tas de choses qu'il retravaille avec les filles. Donc, mais ce soir, il s'agit de vous présenter la restitution d'un autre projet que nous avons initié cette année autour et pour les adolescents, de 14 à 17 ans, financé en grande partie par la ville de Fontenay-sous-Bois, que nous remercions aussi énormément. Alors, pourquoi ce projet et quel a été le déclic pour se lancer là-dedans? Au départ, en mars de cette année, le directeur régional de l'éducation a pris la décision sans appel d'exclure 43 élèves coupables de cas de grossesse sur les filles, bien évidemment. Et cette situation a créé énormément de débats sur le plan national et jusque dans la diaspora. Donc, travaillant dans la coopération pour l'éducation des jeunes, nous avons souhaité par cette action les aider à baliser un meilleur chemin de vie pour sortir de l'adolescence sans être confrontés aux difficultés liées aux premiers émois amoureux. Le but de ce projet était d'apporter une contribution dans la continuation de nos objectifs, d'aider à travers des ateliers, de l'information ciblée disponible, des activités culturelles et artistiques à éduquer les jeunes à une meilleure gestion de leur corps, de leurs émotions et de leur temps libre. L'objectif est de leur éviter de se retrouver dans les risques sanitaires jusqu'aux troubles psychodramatiques. Pour cela, nous avons réalisé 5 ateliers
des conférences, des débats. Et après une introduction qu'avait faite Rogo par le biais de la vidéo sur la gestion des émotions des adolescents, donc les thématiques qu'on a ressorties, c'était donc les différentes facettes de l'amour. Donc l'amour, non seulement l'amour, mais aussi l'amour paternel, maternel, même patriotique, enfin toutes les formes d'amour. Le deuxième, c'était d'assumer son identité et aussi, dans un premier temps, d'assumer son prénom. C'était extrêmement intéressant, puisque en plus, au Togo, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, mais moi je connais le Togo, les prénoms ont une signification. Ils ne sont pas donnés comme ça au hasard, sous prétexte que c'est une mode, comme bien souvent ici. Donc il y a une vraie signification. Donc là, c'était vraiment un vrai sujet avec les enfants. Le troisième sujet, c'était sur l'hygiène du corps, le respect de soi, le respect des autres. Et bien sûr, on est arrivé, après tout cela, au consentement. Le quatrième sujet sur la sexualité, les sujets tabous. Et puis surtout, pour eux, comment l'aborder et avec qui. Parce que, effectivement, la population, surtout retirée comme ça des grandes villes, donc je veux dire, ils sont effectivement, ils baignent dans une situation très religieuse, et les problèmes des adolescents ne sont pas traités. Les parents ne traitent pas de ces sujets avec leurs enfants. Donc on a travaillé là-dessus, c'était extrêmement intéressant. Vous verrez, il y a quelques petites scènes avec les ados. On avait assez peur qu'ils restent figés et n'osent pas parler, mais finalement ça a débloqué, parce que ce projet il a été fait seulement sur 2 jours, et ça a débloqué les langues d'une façon très incroyable. Donc on était assez contents, parce que c'était l'objectif. Donc on ne savait pas, on marchait sur des œufs un peu sur ce projet. Et donc voilà, ça a quand même bien fonctionné. Et puis enfin le dernier sujet, c'était les réseaux, bien évidemment, le fameux TikTok. Et donc qui peut être aussi, qui peut représenter des dangers, surtout dans certaines situations. Et puis savoir s'en servir aussi. Donc c'était très ambitieux d'aborder tout cela. Bien évidemment, on ne s'arrête pas là. Donc pour les intervenants, on avait donc 2 profs, un journaliste, un animateur jeunesse, une éducatrice, et puis nos artistes animateurs, qui effectivement ils étaient effectivement plus proches d'eux au niveau générationnel, donc ça a aussi facilité les choses. Il y a une des animatrices qui est une théâtreuse, donc elle a pu faire des ateliers d'improvisation, et ça a très bien fonctionné. Donc ça c'était pour nous vraiment une satisfaction. Donc, pour la pérennité de ce projet, donc grâce à la contribution de responsables d'associations togolaises sur place, comme par exemple la Croix-Rouge, qui nous a beaucoup aidé, surtout pour faire venir les enfants. On a établi un système d'inscription sur WhatsApp. Donc moi j'avais très peur, je me suis dit on va se retrouver avec 3 gamins, et puis finalement on a fait 130. Et donc ça franchement c'était assez déstabilisant, parce qu'on s'est dit comment gérer 130 gamins entre 14 et 17 ans. Et tout ça, voilà, on est plein de préjugés, et finalement quand on leur sert les choses utiles, de façon ludique, tout ça dans le respect les uns des autres, et ça fonctionne en fait.
Voilà, donc effectivement, ça, donc, comme je vous viens de le dire, ça a dépassé nos espérances et nous a confortés sur le bien fondé de ce projet, qui était cette année finalement une amorce pour perdurer et se décliner tout au long de l'année avec des professionnels togolais, parce que sinon ça n'a pas de sens, hein, si ça va là, c'est pas la peine. Donc voilà, on travaillait sur des outils qu'on mettra à la portée des enfants dans les lycées, et donc on n'a pas fini le travail. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on débute un nouveau partenariat qui est à l'origine de l'expo, là. Et donc Lady, Bello, on vous proposera un compte après la vidéo et la discussion jusqu'après la vidéo. Si vous avez envie de nous poser quelques questions, ça serait bien. Voilà. Et j'appelle quand même Aska, si ça ne te dérange pas, tu peux dire un petit mot. Donc, Asia Benzial, c'est pas grave. Je peux te dire que tu es déléguée aux droits des femmes, à l'égalité et aux relations internationales. Ça fait beaucoup, hein? Bonsoir, merci. Du coup, normalement, je ne suis jamais en casquette. Mais j'étais très malade et du coup, je suis encore en train d'être en convalescence. Donc, je me cache un peu et je fais comme je peux. Avec plaisir, j'avais promis et en tout cas, je tiens ma promesse. Je suis accompagnée aussi de Vanessa Garnier qui est élue contre les discriminations. Et donc, vous êtes en plein cœur, même vous êtes à la fin de la quinzaine de la solidarité internationale qui a lieu sur la ville depuis très longtemps. Et la quinzaine de la solidarité internationale qui est portée par Leïla qui me filme. C'est une quinzaine qui est l'équivalent de la ville de Lyon, avec plus de 80 partenaires et des thématiques qui on voyage pendant 2 semaines. Hier, on était en Palestine, avant-hier, on était au Chili, en Colombie. Et en fait, c'est un espace qui est très important parce que quand vous écouterez de toute manière le maire Jean-Philippe Gautret ou les élus à Fontenay, et même les associations, et surtout les associations, c'est qu'on est une ville solidaire pour de vrai. Et on aime le partage, on aime l'international, on aime se mélanger, on aime apprendre des cultures différentes. Et donc, merci à l'association. Du coup, là, vous êtes 2, il y a Avenir et il y a un passé, un passé trop présent, en collaboration. Comme je sors de réanimation, je m'entraîne aussi sur les noms et à revenir sur la scène. En tout cas, moi, je suis heureuse de partager une nouvelle fois cette soirée. Je disais tout à l'heure à Vanessa que c'était une de mes soirées préférées de la quinzaine. Je me souviens l'année dernière de l'histoire avec la goutte d'eau. Je ne sais pas si elle est prévue au programme. Il y aura une histoire, probablement. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence et merci de faire vivre la solidarité internationale. Merci, Asia. Je finis parce que j'allais t'oublier et je remercie beaucoup Leïla pour sa présence, sa disponibilité. Sans toi, on aurait beaucoup de mal à organiser tout ça. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Tu peux le mettre? Il est mon régisseur. Bon, ben, je vais le faire alors. Qui est la secrétaire de notre association, qui devrait présenter, mais là elle est bloquée parce que le RERC est bloqué dans les 2 sens. Elle n'a pas pu arriver. Et donc c'est son mari, qui est notre superviseur dans l'association, qui va présenter un petit mot de la part de Héritage Bello. Bon, merci pour votre présence et pour cette clôture de l'exposition. L'éclairage n'est pas bon. Ils n'ont pas remis l'éclairage depuis tout à l'heure. L'éclairage. Ok. Bon. Donc, nous vous remercions tous au nom de notre association pour votre présence, pour
pour la clôture de l'exposition consacrée au Kente, ce tissu royal d'Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Denis Lemouton, je représente ici avec Ledji, ma belle-mère, l'association Héritage Bello, créée cette année même, en 2025, pour célébrer l'héritage culturel de Bella Bello, cette célèbre chanteuse togolaise qui porte la voix de l'Afrique, qui a porté la voix de l'Afrique. À travers elle, à travers Bella Bello, nous souhaitons promouvoir les arts, les patrimoines, les savoir-faire africains et inspirer les jeunes générations. Et nous avons choisi le Kente, qui est au centre de l'exposition, que vous avez vu, j'espère, pendant ces 2 semaines, parce que Bella Bello, la grande sœur, a porté à de nombreuses reprises ce tissu, lors de festivals, lors de concerts. Elle l'a représenté avec fierté, et elle-même était la fille d'une mère Ewe du Ghana, qui est le pays d'origine du Kente. C'est aujourd'hui Ledji Bello, une des sœurs de Bella Bello, qui a voulu transmettre le message véhiculé par ce tissu. Elle a conçu l'exposition de A à Z, elle l'a animée avec passion depuis 2 semaines. J'espère que vous avez pu parler avec elle et mieux comprendre le message porté par le tissu. Cette exposition marque le début d'une série d'actions, qu'on espère longue, qui vise à relier la mémoire, la création, les institutions et la diaspora. D'autres actions sont déjà prévues et nous vous invitons à les suivre, à nous suivre sur les réseaux pour nous rejoindre. Un très grand merci à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative de Fontenay-sous-Bois. Un grand merci à l'association Revenir Autrement qui nous a accueillis chaleureusement et pour l'organisation, pour l'accueil. Vraiment un grand merci. Et toutes nos félicitations pour cette 18e quinzaine de la Solidarité internationale au nom de notre association. Merci à tous. Donc nous allons continuer. Déjà j'appelle Robo. T'es où? Donc tu vas nous parler un peu du repas. Tu veux quoi? Non, j'ai pas choisi. Ok. Je me suis un peu trompée. Non, c'est pas grave. J'ai fait une petite erreur. Non. On avait dit qu'après la vidéo et les explications, toutes les interventions, s'il y a des gens qui avaient envie de poser 1, 2 ou 3 questions, on prendrait les questions, on donnerait des explications pour que rien ne reste dans le flou avant le moment du repas. Tu vois, j'ai besoin de toi. Donc voilà, s'il y a des questions dans la salle, que ce soit pour les élus, pour l'expo, pour quelques questions que ce soit, n'hésitez pas. Pour que tout soit clair, que tout le monde dise à Fontenay-sous-Bois, les choses se passent à merveille, de façon parfaite. Celui qui m'avait interpellé sur la question des filles, eh bien, Revenir Autrement, c'est un parti pris de n'intervenir qu'auprès des adolescentes. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais lorsque Olivia a parlé des 140 jeunes pour les ateliers, c'est des garçons et des filles. Voilà. Les kits, la colo découverte, exclusivement pour des filles, les adolescentes, parce que vous connaissez la thématique de la misogynie qui existe dans la plupart de nos pays où les parents préfèrent que les filles se marient tôt et on laisse les garçons continuer les études. Et nous voulons que les filles continuent leurs études jusqu'à ce qu'elles n'aient plus envie d'étudier elles-mêmes. Et pour la protection des jeunes, eh bien, c'est tout le public des adolescents, garçons et filles qui a été ciblé sur ce projet. Voilà. Et le fait de choisir les meilleures filles aussi, c'est pour la raison de créer des leaders féminins dans la société et au niveau des grandes responsabilités. Puisque les filles qui réussissent sont des relais pour entraîner les autres et leur dire clairement que vous êtes capables. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment le repas est composé et le lien avec un passé trop présent.
Vous savez qu'il y a eu une intervention, une conférence en haut. Certains sont descendus de là-bas. À l'intérieur du repas, dans vos assiettes, vous allez avoir comme nourriture consistante, hein, parce que tout le monde va sortir d'ici bien rassasié. Il y a des galettes de maïs qu'on appelle ablo. Ça se fait avec un mélange de maïzena, c'est très très bon, vous allez découvrir. Farine de riz, de maïzena ou de maïs. Légèrement sucré. Après, il y a du riz blanc. Après, il y a 2 variétés de haricots. Les haricots cornilles, avec des yeux noirs, et les haricots noirs. Et les haricots, on les a toujours pour accompagner nos plats, parce que dans les pays, à partir de l'Angleterre jusqu'aux pays anglophones du Commonwealth où il y a eu de l'esclavage, on nous a expliqué que les esclaves n'ayant pas suffisamment de nourriture par rapport au travail qu'on leur demandait dans les champs, ils cultivaient des haricots qui poussent très vite en 3 mois, ils les suspendaient pour qu'ils sèchent vite dans leur cahute, et du coup, le matin, n'ayant pas le temps même de les préparer vite fait, ils vont les tremper la veille pour les ramollir, comme on fait pour les pois chiches en Amérique latine, ce qui accélère la cuisson le lendemain matin. Et une fois que c'est cuit, les haricots, avec un accompagnement ou pas, on peut manger les haricots, surtout dans les pays que je vous ai cités, on le mangeait avec de la farine de manioc et on appelle les haricots cuits comme ça « take me tonight ». Ça dit que tu manges ça le matin, et bien c'est tellement consistant que tu bois jusqu'au soir. Et des fois même le soir, tu n'auras pas faim. Mais vous n'aurez pas que les haricots dans la quantité où ça se mange comme ça. Donc il y a ablo, du riz, les haricots, et puis il y a aussi de la banane plantain. Vous savez, il y a 2 variétés de bananes. Il y a les bananes fruits qu'on mange comme ça, et bananes légumes qu'on appelle les bananes plantain frites. C'est très très bon. Et pour accompagner tout ça, il y a du poulet, 2 variétés de poulet. Du poulet yassa, qui est une recette d'Afrique centrale. C'est du poulet avec une marinade d'oignons, du citron, c'est très très bon. Et puis il y a du poulet au four assaisonné avec notre secret de composition qui est qu'on met d'habitude les gens cuisinent avec 3 épices, 4 épices et tout. Nous on en met 13. Toutes venant du Togo. Voilà. Et la sauce tomate est une recette brevetée depuis des années. Alors, vous allez bien vous régaler, sans aucun doute. Il y a du gari pour ceux qui veulent le mettre comme une chapelure et tout. Et puis, il y a aussi du piment, du bon piment costaud pour ceux qui veulent accélérer la digestion et le goût. C'est bon pour le cœur aussi. Voilà ce que nous vous proposons. En boisson, il y a là-bas sur la table, surtout un traditionnel du jus de gingembre et du jus de bissap. Le bissap, c'est le kerkadé. C'est un fruit, non, c'est des fleurs, pardon, c'est des fleurs d'hibiscus et c'est très agréable aussi. Maintenant, question organisation. Pour le service, tu veux qu'on fasse comment? Eh bien, pour pas que les gens poirent trop, on peut peut-être prendre des petits groupes de la salle et puis on... D'accord, on va faire comme ça. Ok. On commence, vous nous présentez votre petit carton et puis mes amis vont vous... D'accord, donc carton obligatoire, puisque les repas ont été réservés, donc chacun a eu son carton. Je demande... on va commencer par...